Bonjour, Laurent Toustou, je suis chef du service données, produits et usages à l'IGN et je vais vous présenter, partager avec vous et puis échanger avec vous ensuite la trajectoire de l'IGN vers une suite de cartographie numérique souveraine. Alors c'est un mot qui est un peu lourd, un peu pompeux, mais l'idée c'est de partager avec vous la trajectoire d'une offre autour de la cartographie numérique, de pourquoi on le fait et de son évolution. Donc on va parcourir ça ensemble. Peut-être faire un petit pas de recul sur l'hygiène. Vous connaissez l'hygiène a priori, à minima pour ces cartes papier de randonnée que vous utilisez tous depuis des années en montagne et ailleurs. L'Institut national de l'information géographique et forestière, puisque c'est le nom large de l'IGN, c'est de plus en plus un opérateur data et un opérateur numérique de l'État, de la République. Un acteur qui va structurer et partager beaucoup d'informations et de données. On a plusieurs interventions autour du jumeau numérique, autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle que vous pouvez aller suivre si elles n'ont pas déjà eu lieu. Et donc on a cet exercice de production massive de données, d'outillage de la République là-dessus et de partage de cette information et de cette donnée. Et c'est en ce sens-là pour nous que l'acteur de cartographie numérique, le rôle de cartographie numérique a un sens important. On est un acteur qui revendique pleinement et s'engage quotidiennement dans un rôle d'acteur des communs numériques, de ne pas faire seul, de s'appuyer sur les communautés existantes, d'être relais des communautés existantes, et puis de vigie du territoire. Et c'est notre rôle premier, essentiel, d'écrire le territoire, le comprendre, le territoire aujourd'hui, mais aussi les évolutions et les changements du territoire. Là encore, si vous passez sur notre stand ou dans nos multiples interventions, ça sera à nouveau évoqué. Là où, pour nous, on a un rôle important, c'est autour de l'enjeu de la carte. Je parlais tout à l'heure en clin d'œil de la carte papier. Mais en fait, pour nous, la carte, c'est un outil qui est fondamentalement démocratique et qu'en tant qu'acteur public, de service public, on doit promouvoir, on doit soutenir et on doit rendre possible. Pourquoi un outil pleinement démocratique ? Parce que c'est une manière de représenter de façon simple des éléments qui sont parfois complexes, de représenter, de faire comprendre des phénomènes ou de prendre conscience d'évolution du territoire, d'impact de politique publique. Et donc dans le cadre de programmes de partage, dans le cadre de programmes d'information, dans le cadre de concertation avec multi-acteurs, ça peut être un acteur public avec des citoyens, ça peut être une entreprise qui s'implante quelque part avec les acteurs du territoire, ou dans le cadre simplement de prise de décision. La carte est un outil qui va être central, qui va permettre de prendre le recul nécessaire, d'essentialiser l'enjeu autour d'un objet, d'un outil sur lequel tout le monde partage la même connaissance. Et donc, depuis toujours, mais depuis fin 2021, nous l'avons accéléré, nous avons souhaité pouvoir construire une offre globale, cohérente, autour de cet enjeu de permettre à chacun de se saisir de la carte. Comment on construit une offre cohérente autour de ça ? D'abord, dans le cadre de cette offre et de cette suite souveraine de cartographie numérique, l'important, pour la carte, c'est de pouvoir avoir les éléments, l'information qui permet de cartographier. Donc la première brique de cette offre de cartographie numérique souveraine, ce sont les outils et les objets de cartographie. C'est donc la donnée. Cette donnée, je vais faire deux focus. Un qui est autour des fonds de plan. C'est l'élément important, c'est l'élément... le seul qui reste à la fin, ou le premier qui apparaît, celui qui permet de se repérer dans l'espace. Et l'IGN développe depuis toujours, depuis plusieurs années, une offre de fonds de plan qui ressemble à des fonds de plan que vous pouvez avoir auprès d'autres acteurs. Un fonds de plan qui s'appelle Plan IGN, qui ressemble à un plan type Google Maps, type Apple Plan, etc., qui est mis à jour mensuellement, accessible aussi pour les professionnels et certains utilisateurs en version J+1, qui est de plus en plus en train de s'enrichir de capacités à le rendre cliquable. Alors c'est ce que nous avons nous fait en embarquant dans certains services, notamment notre application, le fait de pouvoir le rendre cliquable, qui est utilisable en flux ou en téléchargement et qui peut être personnalisable. Il y a d'ores et déjà 7 styles de fonds de plan personnalisables permettant, en fait, selon son besoin, de pouvoir utiliser celui qui est le plus utile, le mieux adapté. Certains sont très effacés, de sorte à pouvoir vraiment mettre en valeur
l'information qui est posée dessus. D'autres vont être beaucoup plus riches, parce que si vous avez quelques points d'intérêt que vous voulez mettre sur une carte qui permet de se repérer, vous aurez plutôt envie d'une certaine richesse. On a un gros travail en cours sur les fonds de plan. On a une consultation publique qui a eu lieu dernièrement. On en aura certainement d'autres. L'objectif est de pouvoir vraiment dynamiser, faciliter l'appropriation du fonds de plan et notamment permettre, on est parfois un peu très centré sur l'utilisateur géomaticien, mais permettre à des développeurs d'avoir les bons packages pour pouvoir rapidement utiliser le fonds de plan, choisir et l'embarquer dans son site internet. Les autres propositions qu'on a, forcément, tout à droite, les cartes topographiques, qui sont les fonds qui ressemblent à nos cartes papier, très appréciés parce que très riches, avec beaucoup de mise en valeur du touristique. Et puis, bien évidemment, des images aériennes, une vue du ciel. Alors, nous, c'est avant tout de la vue en prise de vue aérienne avion, mais qui permettent d'avoir une définition, une précision au sol qui est plutôt très intéressante pour des acteurs utilisateurs de ces fonds. Donc, cette offre est un panel d'ensemble libre et facile à utiliser. Je n'ai pas forcément appuyé dessus, je pense que c'est aussi le moment de le faire. Depuis 2021, quasiment toutes nos données sont en open data. Donc ces fonds de plan et les données que je présente là sont disponibles gratuitement à tous. C'est aussi pour nous un élément important en tant qu'acteur de l'intérêt général du service public de pouvoir offrir cette capacité à utiliser, à mobiliser ces données et de les rendre, du coup, de les faire connaître, d'où mon intervention ici aujourd'hui. L'autre élément au-delà des fonds de plan, c'est de rajouter les données qui permettent de donner du sens à ces fonds, de passer un message au travers de la carte. Et donc, j'ai fait quelques focus sur des données, il y en a beaucoup plus disponibles. La donnée la plus connue, la donnée de référence, c'est la BD Topo, la base de données de topographie du territoire, qui va recenser, selon toutes les thématiques que vous voyez à l'écran, la description du territoire, à la fois sur les cours d'eau, à la fois sur les bâtiments, la géométrie des bâtiments, les routes, l'occupation en végétation, en forêt, etc. Tous ces éléments-là sont concentrés, disponibles sur la BD Topo. Là encore, sur la BD Topo, comme sur les fonds de plan, on est en train d'initier un travail de consultation des besoins, de consultation publique, d'ateliers utilisateurs pour faire évoluer un petit peu l'offre, la rendre plus mobilisable. Parfois, on sait que un package BD Topo, c'est très très lourd, c'est dur à utiliser, surtout quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas les outils. L'objectif, c'est de développer aussi une offre qui va permettre de peut-être aller chercher une partie plus essentielle ou certaines thématiques spécifiques et de le construire avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller sur nos sites, à répondre ou à nous solliciter sur ces sujets-là. On est en pleine réflexion. C'est le bon moment pour échanger avec nous sur vos besoins sur ces sujets-là. Mais au-delà de la base de données de référence, on a des bases de données plus complexes, plus lourdes, mais qui permettent de décrire beaucoup mieux le territoire. Je pense au nuage de points LIDAR, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permettent d'avoir une précision beaucoup plus fine, notamment une description du relief beaucoup plus fine. Et puis d'autres données qui vont être peut-être moins holistiques, mais qui vont jouer un rôle assez important de localisation, d'identification, de précision sur, et donc potentiellement d'interopérabilité avec d'autres bases de données. La base adresse nationale, vous la connaissez tous, je suppose. Nous avons un commun qui se développe au sein de la fabrique des géocommuns à l'IGN, qui est le référentiel national des bâtiments, qui vise à donner un identifiant unique à chaque bâtiment, et donc à pouvoir aussi avoir cette clé d'interopérabilité entre plusieurs bases de données, des bases de données carto et des bases de données métiers, qui permettront de raccrocher des bâtiments à la BD Topo par exemple. Mais nous avons plein d'autres données. Les ortho-images dont je parlais tout à l'heure en fond de plan sont librement accessibles. Les données de couverture du sol aussi, le cadastre, les données d'inventaire forestier et plein d'autres. Je vous engage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller sur le Géoportail. Il y en a. C'est un kiosque à données. La deuxième brique, une fois qu'on a ces données, c'est de pouvoir partager et co-construire. Là, je vais faire un focus sur un projet qui voit le jour depuis plusieurs mois maintenant, mais qui est vraiment dans une phase de bascule, la géoplateforme. La géoplateforme, c'est une volonté d'État. Nous sommes bénéficiaires d'un programme de financement sur le sujet de l'État pour construire une infrastructure de référence de partage de données publiques géographiques. C'est, si je le caricature à l'extrême, le data.gouv de l'information géographique. Et donc la géoplateforme, une première phase a consisté à construire cette infrastructure, y remettre toutes les données IGN, c'est le cas aujourd'hui, donc vous pouvez y accéder. Tous les flux et toutes les données IGN sont consommables via cette géoplateforme-là. Cette géoplateforme, elle a une deuxième vocation, au-delà de simplement repartager les données de l'IGN, c'est de permettre à n'importe qui de venir en autonomie, et c'est important pour nous, partager, diffuser de l'information géographique
la configurer lui-même et puis pouvoir choisir de la diffuser, de la mettre à jour tout seul. Permettre à un organisme, une entreprise, de venir s'appuyer sur la géoplateforme, poser un administrateur de son entrepôt de données, des contributeurs et gérer, animer sa communauté d'alimentation de données. Au-dessus de cette géoplateforme, nous avons construit une interface qui s'appelle carte.gouv.fr. Elle existe, elle est disponible en ligne, elle est dans une version bêta. Donc si vous jouez avec, soyez un petit peu patient sur certaines évolutions. Elle est en construction permanente, mais l'objectif est d'accélérer cette dynamique-là. Aujourd'hui, elle permet principalement deux choses. D'abord, d'avoir accès au catalogue disponible sur la géoplateforme. Et donc, c'est la partie partagée. Vous pouvez d'ores et déjà accéder à toutes les données disponibles sur la géoplateforme, les utiliser en téléchargement en flux via cet outil-là. Si on ne l'outille pas, l'accès à la donnée, on n'y a pas accès. Et puis, il permet, comme je le disais, de se connecter. Alors, j'ai pris un exemple, il n'est pas des plus parlants, mais de se connecter à un mode personnalisé pour charger ces données, les diffuser, les mettre en forme et les partager plus largement, y compris les embarquer sur son site internet ensuite. Il va petit à petit s'enrichir, j'y reviendrai après, de fonctionnalités de visualisation. Alors, il y en a une micro qui existe aujourd'hui, une version beaucoup plus riche. Et puis petit à petit, de fonctions collaboratives autour de la donnée directement, pouvoir permettre à des communautés de contribuer sur une même donnée, enrichir la donnée, la mettre à jour, mais dans la granularité de la donnée. Jusqu'ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre à jour un fichier, dire voilà, on est au T2, je remplace le T1 par le T2. Demain, on pourra contribuer dans la donnée, ce qui est possible aujourd'hui via un outil qui s'appelle l'espace collaboratif. Mais donc l'objectif de carte.gouv et de Géoplateforme, c'est de pouvoir en un endroit, et c'est le socle de cette offre, de cette suite numérique de cartographie pour nous, en un endroit, pouvoir diffuser, accéder à des données, pouvoir rassembler son écosystème autour de la donnée et pouvoir utiliser la carte. On n'y est pas, c'est une trajectoire. Tout ça autour d'un identifiant unique, d'un compte unique et d'un entrepôt qui permettra de stocker l'ensemble de ce qui est fait. Ça, c'est notre trajectoire à terme de carte.gouv. Au-delà de partager et co-construire, il faut comprendre. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir permettre de fournir des outils qui vont valoriser la donnée, la rendre accessible, la rendre lisible. Quand je dis, tout à l'heure, je disais accessible au sens aller chercher une donnée, brancher un flux, télécharger la donnée pour pouvoir la manipuler. Là, l'objectif, c'est de l'afficher, de la rendre compréhensible et lisible. L'outil qui est très connu, c'est le Géoportail, auquel vous avez peut-être déjà tous eu accès. Un des principaux sites internet de l'État aujourd'hui, qui présente toutes ces données. Un focus rapide sur une application qui est sortie à la mi-mai dernier, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'application Cartigène. Cette application a vocation à être un outil qui, justement, sélectionne une partie de ces données pour permettre à tout le monde, le grand public, mais nous avons aussi beaucoup de retours d'utilisateurs, à la fois professionnels, à la fois publics, qui en fait utilisent cette donnée sur le terrain parce que ça leur permet d'avoir une description beaucoup plus riche que ce qu'ils avaient jusqu'à présent du terrain quand ils sont sur le terrain. Pourquoi plus riche ? Parce que nous avons 4 dimensions dans cette application. Bien entendu, des dimensions de déplacement avec des calculateurs d'itinéraire. On ne sera jamais aussi performant qu'en Waze, on va se le dire tout de suite. Ce n'est pas l'objectif, surtout de faire de la navigation. Mais par contre, ces briques-là existent et permettent au moins de poser des trajectoires entre un point A et un point B de manière logique, en piéton, en routier. Demain, on l'espère et on y travaille en vélo. Pour l'instant, ce n'est pas intégré dans l'application. Mais elle permet aussi deux choses, d'explorer. Et d'explorer du coup une multitude de données qui, jusqu'à présent, n'étaient pas rendues disponibles dans des applications. En fait, on a mis dans cette application beaucoup de données de description pure du territoire. On est parti du principe que les applications qui existaient aujourd'hui sur le marché, qui étaient disponibles, c'était les applications qui voyaient le territoire selon l'usage qui en était fait, en commodité, je dirais, et qui se focalisaient là-dessus. Donc, deux grands enjeux. Trouver des commerces avec leurs horaires d'ouverture, parce qu'il ne faut pas arriver quand c'est fermé. Et puis, regarder la route, la route, la route. Pourquoi ? Parce qu'en navigation, principalement ces outils sont utilisés en navigation, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement savoir si à la prochaine, je tourne à droite ou à gauche. Bon, on s'est dit qu'on n'allait pas complètement être aligné avec les messages de prévention routière, mais que nous, ce qu'on voulait, c'était que les gens puissent aussi décrocher le regard de la route et regarder ce qu'il y avait autour. Autour, on a des champs. Autour, on a des forêts. Autour, on a des bâtiments avec des informations. Et tout ça, c'est globalement, notamment les champs et les forêts, par exemple, rendu invisible par les applications aujourd'hui. Donc, ce qui était important pour nous, c'est que tout le monde puisse se saisir de l'intégralité du territoire
à portée de clic, je dirais. Et donc, si vous téléchargez l'application, si vous l'utilisez, vous verrez qu'on peut cliquer en toute zone, cliquer sur un bâtiment, connaître sa date de construction, connaître sa hauteur, connaître son nombre d'étages, cliquer sur une forêt, si on charge la couche forêt, et connaître l'essence principale de cette zone forestière, cliquer sur la couche agriculture pour savoir si à côté de nous, ce qu'on cultive, c'est plutôt des artichauts ou des fraises. Alors là, en l'occurrence, ça se voit un peu à l'œil nu, mais sur des céréales, par exemple, c'est des informations qu'on n'avait pas forcément, et pouvoir permettre de rentrer dans cette richesse du territoire, de vraiment s'approprier le territoire. Là, c'est des exemples plutôt biologiques. On a aussi des couches de limites administratives où, en cliquant, on a accès aux informations de population de la ville, par exemple, et on peut directement accéder à la fiche INSEE qui permet de décrire la richesse de la ville, les informations socio-économiques de la ville. Tout ça pour créer un lien et une vision globale, une information autour du territoire. On peut aussi avoir cette richesse du territoire en termes d'évolution. Je disais que ce qui était important pour nous, c'était de suivre l'évolution du territoire. Et donc, on peut directement sur l'application comparer diverses périodes de temps du territoire, donc avoir des images des années 60, des images bientôt des années 80, et puis des années 2000, 2010, pour pouvoir avoir des signaux, des traces de comment le territoire a changé. Est-ce que ce bâtiment était là avant? Comment s'était représenté le territoire précédemment? Là aussi, sur le terrain, pour des agences d'urbanisme, pour des acteurs territoriaux, c'est assez essentiel de pouvoir avoir cette vision-là du territoire. Enfin, alors pas complètement enfin, mais pour avoir une capacité à mobiliser la carte, à se saisir de la carte, il était essentiel pour nous de fournir des outils qui permettent de représenter. Par représenter, j'entends que tout le monde soit capable de mobiliser de la carto, de faire de la carto. Pour ça, on a deux grands axes. Le focus principal, c'est notre outil central sur ce sujet qui s'appelle MaCarte. MaCarte est un outil qui est le plus simple possible et qui permet à n'importe qui n'est pas forcément géomaticien, qui ne s'y connaît pas, qui n'a pas forcément un outil dédié de système d'information géographique, de réaliser lui-même une carte. Réaliser à la fois en dessin, je vais pouvoir cliquer et mettre des lieux particuliers ou dessiner une zone particulière directement sur l'écran. Ensuite, rajouter de la légende, rajouter un titre, etc. Mais aussi en chargeant des données. Donc, je peux charger toutes mes données de Vélib ou de vélo libre-service, peu importe, de ma ville, et afficher les points directement sur la carte. Importer du coup des données, croiser des données. On peut géocoder des adresses pour pouvoir rentrer des fichiers type CSV. Et puis, on va pouvoir avoir accès à des fonctions qui vont être un peu plus complexes, tout en étant accessibles, de réalisation de data visualisation à partir de statistiques qui vont pouvoir se mettre à côté de la carte. Alors, vous avez quelques exemples en images, j'en ai quelques-uns après aussi. Pouvoir habiller la carte, mettre un titre, mettre son logo, mettre ses couleurs et pouvoir la partager. L'objectif, c'est que vous puissiez enregistrer la carte sur ma carte, prendre une URL et l'intégrer sur un site internet sans difficulté. En iframe par exemple. Donc là encore, c'est un outil qui est gratuit. Vous avez le choix de partager ou pas la carte directement sur l'atlas de ma carte qui permet d'avoir accès à des sources d'inspiration sur les réalisations qui ont été faites. Et les données, tant qu'elles ne sont pas partagées, diffusées, sont stockées sur votre ordinateur, pas sur l'outil. Et donc permettent d'avoir une protection un petit peu des données que vous utilisez. Donc, comme je le disais, ça permet de faire plein de cas d'usage différents. On a des municipalités qui recensent des bancs publics sur ma carte en les dessinant. On va avoir des acteurs qui vont plutôt faire des tracés de randonnée ou des tracés ferroviaires. Des acteurs qui vont poser tout le descriptif, par exemple industriel, historique à Nancy, où on va, avec de la légende, pouvoir cliquer, rajouter de l'information. On s'en sert nous-mêmes pour le pilotage de nos activités parce que ça permet aussi de savoir, nous, quel département on a produit en termes d'information, quelle acquisition aérienne on a faite, mais ça peut être aussi du suivi de tournée ou du suivi de positionnement commercial sur le territoire. On a des acteurs qui font ça également. Et puis des éléments un peu plus riches, un peu plus denses. L'exemple en bas montre par exemple que le CAU du Nord a mis en cartographie l'intégralité de son bilan annuel. Toutes ces interventions sont recensées, à la fois en statistique, à la fois avec des photos. Tous les éléments du rapport sont là, disponibles par la carte, ce qui est quand même beaucoup plus compréhensible. Et puis des choses beaucoup plus créatives, artistiques, c'est aussi possible, c'est un exemple. Là, c'est une carte des phares en France,
Vous aurez deviné la découpe de la France. Mais il y a énormément de réalisations possibles. Et en fait, ma carte, c'est aussi pour nous un moteur pour aller plus loin. Donc il y a une version qui permet de le faire soi-même, de servir soi-même de l'outil, faire sa carte. Mais on peut aussi s'en servir de moteur pour des applications et des portails qui vont être beaucoup plus larges. C'est le cas par exemple du portail cartographie des énergies renouvelables que nous avons fait, qui permet notamment aux maires de pouvoir renseigner leur zone d'accélération en énergie renouvelable. C'est le cas de l'Observatoire des forêts françaises, qui est un portail qui permet de rassembler en un seul endroit l'ensemble des informations des acteurs publics autour de la forêt française pour avoir un suivi un peu plus cohérent et global. C'est le cas également d'un outil qui s'appelle EduGeo, qui est dédié spécifiquement à l'éducation nationale, dans lequel nous avons un outil de réalisation de cartes, mais aussi de production de livrets d'informations et de cours autour de la géographie et de l'histoire. Et donc tout ça peut être dupliqué, instancié, autant que de besoin pour pouvoir faire des portails à façon en fonction des besoins. Avec bien entendu une dynamique open source, d'ouverture de tous ces codes et de ces outils, et un écosystème qui va petit à petit s'intégrer dans son ensemble. Et finalement, pour finir, dans nos trajectoires, l'intégration de cette suite souveraine de cartographie numérique, 2 enjeux pour nous demain. Un premier qui est de rajouter une brique au-dessus, qui est la brique prédire, la capacité de permettre à chacun d'anticiper des scénarios, de jouer des scénarios sur ces informations et sur ces cartes. C'est le cas du projet Jumeaux numériques. En début d'après-midi, on a une intervention sur le jumeau numérique, donc n'hésitez pas à la suivre si ça vous intéresse. On a aussi notre stand sur lequel vous pouvez venir. Le deuxième, c'est, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit carte.gouv va bientôt intégrer nanana. En fait, l'objectif pour nous, c'est de développer carte.gouv pour être le cœur des outils et l'offre centrale d'outillage autour de la capacité à réaliser des cartographies, de sorte que sur un seul portail, on puisse centraliser le fait de partager sa donnée, le fait d'accéder aux données des autres, de croiser ces données-là, d'accéder à des visualisations, mais aussi de pouvoir faire ses propres cartes à partir de ces données et de ces services disponibles. Donc l'idée est d'avoir ce portail de l'État central, avec, comme je disais tout à l'heure, un seul identifiant, un seul compte, un seul endroit où on trouve tous ces éléments-là, et qui puisse permettre un partage, une circulation de l'information entre les acteurs pour rendre plus visible la dynamique autour de la cartographie. Pourquoi faire tout ça? Alors, pardon, j'ai mis quelques flèches sur tout ce qui était nouveau, mais on va le passer. Pourquoi faire tout ça d'un point de vue hygiène? On pense qu'il est important d'accélérer sur le sujet de l'observation du territoire et le sujet de la réalisation cartographique et la mobilisation de la carte. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir outiller tous les acteurs, et notamment la nation, on est quand même un acteur de l'État, à l'heure de l'anthropocène, à l'heure du changement du territoire, du changement climatique qui s'accélère. Et donc nous avons besoin de rassembler tout le monde autour de cette dynamique-là de partage d'informations et d'observation du territoire. Parce que nous pensons que le lire, l'observer, ce territoire-là, c'est déjà commencé à le changer. Et c'est important pour nous d'aller vers là. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez quelques questions, on les prend. Et puis n'hésitez pas à aller sur le stand si on n'a pas le temps d'en discuter aujourd'hui. En tout cas, tout de suite. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non. Ah, si. Bonjour, merci pour la présentation. Merci de mettre à disposition tous ces outils. En voyant vos cartes, c'est vrai que ça s'arrête aux frontières de l'Hexagone. Et c'est chouette d'avoir ça en France, mais je voulais savoir si ça existait, ce genre d'initiative au niveau européen ou à plus grande échelle même, pour pas s'arrêter aux frontières. Merci. Alors, la réponse va dépendre de l'objet auquel on s'intéresse. Sur de la réalisation de cartes de description du territoire classique, il y a des projets européens, notamment entre les acteurs, les IGN européens, on va dire, de réaliser des cartes moyenne échelle de description cohérente, continue de description du territoire. Ensuite, sur les outils, en tout cas, nous, on travaille à pouvoir rendre accessible le fait de faire de la cartographie au-delà du territoire français.
Et typiquement, l'objet 1 pour nous, c'est que les fonds de plan puissent dépasser le territoire. Si vous allez sur Géoportail, c'est le cas. Et on essaye de voir comment pouvoir, je disais tout à l'heure, on essaye de s'appuyer sur des communs. On n'a pas une capacité, nous, à réaliser de la cartographie au-delà du territoire. Ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre rôle. Par contre, il nous semble essentiel de trouver les bonnes synergies pour pouvoir permettre à n'importe qui, on parlait de ma carte tout à l'heure, alors, sur ma carte, on peut déjà, en utilisant des fonds de plan qui ne vont pas être les fonds hygiène, mais il y en a d'autres disponibles, aller faire une carte sur le Brésil, une carte sur d'autres territoires. Il y en a plusieurs exemples. Récemment, il y a une carte, quelqu'un a repris l'évolution des populations mondiales, donc il y a bien tous les pays. On essaye de construire le fait de pouvoir s'appuyer sur des données type OpenStreetMap, sur la partie non française notamment par exemple, pour pouvoir apporter une cartographie dynamique en fonction des acteurs qui existent. Ensuite, il y a, sur les données plus précises, plus type LIDAR HD, type suivi de la couverture du sol, on va avoir une focale qui va être très centrée sur le territoire. Et il va y avoir potentiellement, selon les initiatives des autres pays ou d'acteurs privés, des capacités à aller chercher des données. Mais pour le coup, nous, on ne joue pas ce rôle-là de centralisateur de ces données extra-françaises. Voilà, on essaye d'approfondir au maximum et de rendre le plus précis et de répondre le plus aux cas d'usage possible sur la France. Bonjour. Juste une question, vous avez parlé de collaboration pour fournir les données, notamment géolocalisées ou localisées au niveau de la carte. Comment vous allez faire pour garantir la qualité de la donnée? Puisqu'on sait dans les collectivités la difficulté de garantir la donnée, la qualité de la donnée, de pouvoir faire le suivi de cette donnée. Comment vous pensez, avec cette collaboration, assurer ce rôle de garant de qualité, en fait? Nous, on a un travail en cours qui vise à justement essayer de poser à plat ce sur quoi on pense qu'il est essentiel d'avoir une certitude, un tampon, une vérification autour de la donnée pour dire c'est une donnée vérifiée, tamponnée, on sait par qui elle est produite. Ce sur quoi on pense que l'important c'est de savoir qui l'a produite et de s'assurer, moi une fois, que cet acteur, c'est un acteur de confiance, c'est un acteur de référence, il a la compétence. Et puis les données sur lesquelles on va savoir qui l'a produite et potentiellement on n'a pas de garantie sur le fait que cette donnée-là, elle est exhaustive, elle est à jour, elle est maintenue. Mais on préfère miser sur la richesse et la dynamique de la communauté parce qu'elle n'est pas essentielle. Et donc on est en train de faire ce travail de découpe un petit peu, de dire ça, la géométrie de tous ces objets-là ou niveau 1 de description de tous ces objets-là, nécessairement c'est du référentiel et il faut qu'on soit sûr d'avoir la bonne vérification. Certaines données, c'est peut-être plus important de s'assurer que c'est le bon acteur qui va les partager et les produire. C'est pas à nous de le faire, c'est pas forcément à nous de le vérifier. Je pense que les DDT sur le territoire, les pompiers, on a des dizaines, des forestiers, on a des dizaines d'acteurs qui sont beaucoup plus compétents que nous pour remonter de la donnée et la mettre à jour, parce qu'ils sont plus proches du terrain, parce que c'est leur compétence. Et donc l'objectif, c'est de les outiller pour pouvoir le faire facilement et s'assurer qu'on respecte un certain standard sur ces données-là. Et puis sur les données sur lesquelles on pense que on n'a pas la capacité, la force de les maintenir, l'idée c'est plutôt de taguer le fait qu'elles ne sont pas forcément de référence, ou en tout cas, on n'assure pas la mise à jour annuelle et on n'assure pas la vérification de la cohérence de la donnée, mais de la partager quand même ou de la rendre accessible quand même. Et alors, c'est un vrai questionnement permanent. On s'est posé la question, alors l'exemple est un peu anecdotique, mais on s'est posé la question dans l'application que j'évoquais, qui est sortie en mai. L'IGN a plutôt vocation à fournir de la donnée de référence, mise à jour et sur lequel on assure un contrôle. De fait, on ne produit pas la donnée sur les commerces. On n'a pas cette vocation-là. Il y a déjà plein d'acteurs qui le font. On s'est dit que dans une application telle que Carte-IGN, même si ce n'est pas notre focale, c'était important de fournir l'information sur les commerces si elle était disponible. Il y a un acteur des communs qui fait ça plutôt bien. Il y a des zones qui sont plus ou moins bien couvertes, mais c'est peut-être pas si grave. C'est OpenStreetMap. Et donc on a fait le choix de se dire, on embarque de l'OpenStreetMap, on tag que c'est de l'OpenStreetMap avec tout le positif et tout le risque qu'il peut y avoir.
mais c'est beaucoup mieux de faire ça, de l'afficher, et y compris peut-être qu'on sera un contributeur de cette dynamique d'enrichissement de la donnée, que d'essayer de refaire autre chose à côté et de garantir une cohérence. Donc c'est la dynamique qu'on essaye d'étendre à la gestion de la donnée de manière générale. Oui, pardon. Bonjour et merci. Il y a d'autres institutions comme l'INSEE et le NCT qui utilisent un autre outil de rapport et de visualisation, notamment de Carto. Est-ce que Cartigène a vocation à rassembler aussi les données de ces autres institutions de l'État pour permettre des data visualisations de l'intégralité des données publiques? Ouais, alors il y a plusieurs niveaux de réponse. Ma carte a d'autres il y a d'autres outils qui existent que ma carte, qui sont utilisés par d'autres acteurs. Je pense que c'est plutôt bien ou sain qu'il y ait plusieurs outils. Ils ont chacun leur approche, chacun leur particularité, et on se retrouve plus ou moins bien sur un outil ou l'autre. Donc ça permet d'avoir une sorte de dynamique aussi sur le partage. Là où nous on voit un enjeu, c'est d'assurer une facilité d'accès à la donnée. Et donc c'est pas tant sur la partie outillage, finalement s'il y en a plusieurs, c'est pas si grave, que d'essayer de trouver une manière de guider un peu l'utilisateur sur l'accès à la donnée. Donc on diffuse déjà de la donnée INSEE. On a des discussions en cours avec l'INSEE pour voir comment sur Géoplateforme on peut repartager de la donnée INSEE, la rendre accessible aussi via cet outil-là. C'est le cas avec d'autres acteurs. On discute aussi pas mal avec la NCT sur les convergences qu'on peut avoir sur les sujets cartographie et données géolocalisées de manière générale. Il y a eu toute une phase où chacun est parti aussi sur des dynamiques parce qu'il y avait besoin de produire vite et de faire des choses vite. Là, on est dans une phase où on discute aussi de comment on peut mutualiser, se coordonner. Et au moins, si on n'a pas les mêmes outils, si les données sont à plusieurs endroits, être chacun capable de renvoyer vers l'ensemble pour que ça soit lisible et compréhensible. Et tout à l'heure, je disais, carte.gouv est une sorte de data.gouv de l'information géographique. Je pense que j'en profite. On a beaucoup de discussions aussi avec la DINUM, de sorte à s'assurer qu'il y ait bien un lien qui soit fait entre carte.gouv et data.gouv, pour que data.gouv demeure un point de référence de l'ensemble de la donnée publique disponible. Juste sur la donnée géographique, c'est des formats qui sont un peu spécifiques, et donc carte.gouv est plus adapté, mais donc on regarde comment on peut derrière permettre du moissonnage vers data.gouv, de sorte que tout soit bien référencé, lisible, visible, etc. Et je ne l'ai pas dit, mais le titre de la présentation vers une cartographie numérique souveraine, c'est aussi un clin d'œil à la dynamique d'INUM qui essaye de construire une suite numérique souveraine, parce qu'on pense que c'est important d'avoir de co-construire avec eux dans cette dynamique-là et de faire en sorte que sur la partie cartographie, on puisse s'intégrer dans cette dynamique plutôt qu'être sur un autre chemin. Si vous n'avez pas plus de questions, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à passer sur le stand si vous en avez d'autres dans l'après-midi.